Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct pour une émission un petit peu spéciale, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine Stock, Bonjour. autrice de bande dessinée, et Florent Deligia, journaliste Bonjour. à Lyon Capital, historien. Bonjour patron. On se retrouve aujourd'hui pour un numéro un peu spécial, pour la sortie des Légendes de Lyon, un album aux éditions Lyon Capital, à laquelle vous avez tous les deux contribué. Florent signe les textes historiques. Et Ludivine, outre tout le lettrage qu'on vous doit sur la couverture, vous avez signé une histoire sur Maître Philippe. Alors, Maître Philippe, qu'est-ce qui explique que cette légende lyonnaise soit aussi actuelle aujourd'hui? Aussi actuel, en fait, c'est une résonance dont je me suis rendu compte en allant à Loyasse, au cimetière de Loyasse, où il est enterré, et où chaque année, le jour des rameaux, il y a des gens qui viennent, des groupes qui viennent d'Amérique du Sud parfois, pour lui rendre hommage. Les gens laissent des petits mots dans les buissons autour de sa tombe, et on a l'impression qu'il est toujours là. On a l'impression qu'il est là quand on se balade à Saint-Jean et qu'on discute un petit peu avec les gens du quartier. Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui. Et à Clos-Landard, à l'Arbrel, sa présence est aussi toujours assez vivace. Je montre la BD au passage pour en vous parler. Maître Philippe, donc du coup, c'était un magnétiseur. Comment on le décrirait en fait? C'est pas facile de définir une profession. Pas tout à fait un médecin quand même. Grand débat. C'est pas tranché. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est pas très important de trancher ça. De le catégoriser. Beaucoup de gens ont essayé de le catégoriser. On a parlé de thaumaturge, de mage, de guérisseur. Il est un peu tout ça à la fois. Et il se revendique en même temps, d'après ce que j'ai compris, d'aucune école et d'aucun mouvement. Et il ne faisait pas de prosélytisme non plus. Il avait vraiment une envie d'aider les gens individuellement, collectivement, en passant par des ondes positives, voilà, par des vibrations positives et proposer aux gens d'être plutôt dans un échange avec l'autre plutôt que dans l'agressivité de son voisin. Voilà, principalement c'était ça. Florent Deligia, qu'est-ce qu'on sait de sa vie? C'est une personnalité exceptionnelle, une personnalité qui finit dans la cour du tsar Nicolas II, qu'on connaît bien puisque c'est le fameux dernier grand tsar de Russie et qui était attiré par les œuvres occultes. Et Maître Philippe va être remplacé, une fois qu'il va quitter la cour, par le célèbre Rasputin. Donc on peut dire que le premier grand guérisseur à la cour du tsar était un Lyonnais, c'était Maître Philippe. Un Lyonnais qui ne voulait pas être payé, par exemple, quand il était dans son cabinet, à côté du parc de la Tête d'Or, il faisait ses consultations gratuitement, il était à l'abri du besoin, il s'était marié avec une riche lyonnaise. Donc voilà, c'est vraiment une personnalité qui a une vie magnifique et en même temps une vie très tragique. Il était harcelé par les services secrets de l'époque, il essayait de comprendre pourquoi cet homme finissait à la cour du tsar, et son courrier était lu, ouvert, ça l'a rendu fou. On peut le dire, il avait vraiment l'impression d'être persécuté. Sa fille est morte, il n'a pas réussi à soigner son fils et sa fille. Et lorsque sa fille meurt, il tombe dans l'alcoolisme, il remplace un petit peu tout cet entourage qu'il avait par des bouteilles d'alcool et il meurt un an après la mort de sa fille, qui pour lui, ça sera sa deuxième crucifixion. Il l'expliquera comme ça. Il soignait les gens par des prières, par des impositions de main, c'est ça? Il ne touchait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il priait à côté des gens. Je disais la deuxième crucifixion parce que Maître Philippe était appelé le Christ lyonnais. Voilà, donc quand on a un esprit, moi je suis très rationnel, et qu'on découvre cette vie extraordinaire, ça interroge, on essaie de comprendre quelles étaient ses sources à l'époque, quels étaient ses médecins qui disent qu'il a soigné des gens et qu'on ne retrouve pas par la suite lorsqu'il essaye de devenir réellement médecin et que l'Académie de médecine s'oppose à lui. Voilà, c'est littéralement une vie qui sans doute ne sera jamais expliquée. Il y a juste les faits, c'est qu'aujourd'hui encore, ça, ce que Ludivine disait, sa tombe est toujours fleurie au cimetière de Loyasse. Il a dérangé, en fait, il a dérangé les institutions, il a dérangé le gouvernement qui le prenait pour un espion. C'était juste avant la Première Guerre mondiale et tous ces allers-retours en Russie agaçaient fortement les services de la sûreté. Il a agacé les institutions médicales universitaires parce qu'il passait... Les scientifiques, d'une manière générale. Les scientifiques d'une manière générale. Et il s'est retrouvé plusieurs fois au tribunal et condamné pour exercice illégal de la médecine. Et il est allé passer sa thèse de médecine, on l'a accueilli à bras ouverts en Russie, parce qu'en France c'était impossible. Voilà.
Mais qui tenait. Et ensuite, il tenait toutes à des avoir ça. des histoires un peu rocambolesques où la femme du tsar demande à ce que la France le reconnaisse comme médecin. La France renonce, refuse même, et à la fin, Nicolas II en a marre, donc il décide de le nommer médecin. Et vous avez dans l'histoire, vous rapportez l'histoire d'une résurrection d'un enfant qui aurait ramené à la vie. Quel est votre sentiment personnel sur cet événement? Dans la bande dessinée, vous exprimez pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et vous, Florent Deligia, vous êtes un petit peu plus dubitatif quand même. Grand débat qu'on a eu avec Ludivine encore. Oui, mais moi je pars du principe que pour raconter quelque chose, j'ai besoin d'y croire. Je me laisse la liberté d'y croire. Et après, c'est au lecteur de se faire son propre avis. Mais je trouve dommage de rester très très cartésien quand on se saisit d'un sujet pareil. Voilà. Et puis c'est la liberté que je prends en tant que scénariste de raconter ça dans un cadre historique, en sachant que je me suis quand même reposée sur des écrits des proches de Maître Philippe, sur des récits d'historiens aussi, qui relatent la résurrection apparemment de Jean Chapas, qui était petit à l'époque, qui avait 7 ans, et qui est devenu par la suite le disciple de Maître Philippe. Et même, j'ai envie de dire, même s'il était toujours un petit peu en vie au fond, dans un état au bord de la mort, c'est un enfant qu'on aurait peut-être laissé mourir, qu'on aurait peut-être enterré dans un état semi-comateux. Donc Maître Philippe, d'une manière ou d'une autre, lui a sauvé la vie. Peut-être que ça aurait été un autre médecin qui lui aurait sauvé la vie sur une table de croque-mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, il était déclaré mort pour les médecins et qu'il est revenu à la vie. Donc voilà, à l'époque, on n'avait pas aujourd'hui les instruments qu'on a qui nous permettent de dire que cette personne n'est pas morte. Donc s'il y a bien un fait qu'on peut corroborer et être d'accord, c'est qu'il a fait revenir cet enfant d'un état proche de la mort au moins à la vie. Mais d'ailleurs, à l'époque, la plus grande peur des gens, c'était moins de mourir que d'être enterré vivant. C'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment sûr de l'état de mort clinique. Et qu'il y a eu quelques exemples de gens qui se sont réveillés dans leur cercueil fermé, quoi. Et avec une grande mode dans les grandes métropoles européennes de cercueils avec des cloches. Voilà, vous pouviez tirer une cloche quand vous étiez enterré vivant. Eh ben, Florent Deligia, Ludivine Stock, je vous remercie pour cet entretien. Merci. C'est retrouvé dans les légendes de Lyon avec 7 autres histoires, 7 autres auteurs de BD lyonnais. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.